Bolesamba la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Ici, on prône pour une nouvelle pensée éducative en Afrique. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la question de l'origine de l'homme que nous sommes, d'un point de vue de la science, bien sûr. Cette capsule est le début d'une longue série car nous allons ensemble excaver tous les fossiles qui ont permis de retracer toutes les étapes du processus d'hominisation de Toumaï à Homo sapiens sapiens. Nous allons donc mener ensemble une étude diachronique de l'évolution et changement de l'homme à travers le temps. Il faut dire que de tous les temps, l'homme a toujours cherché ses origines pour tenter de répondre à la question du qui suis-je. Il existe plusieurs théories sur l'évolution de l'homme en raison des croyances, de la complexité du processus d'évolution et de la diversité des données disponibles. L'injonction a été donnée par Cheikh Anta Diop, armez-vous de science jusqu'aux dents. C'est pourquoi nous allons nous intéresser au discours scientifique sur ce sujet précis. Ainsi, pour ce qui est de l'ordre de la science, les preuves de l'évolution humaine proviennent de différents domaines tels que la paléontologie, la génétique, l'archéologie, l'anatomie comparative, etc. Ces différentes sources de données peuvent parfois présenter des résultats divergents ou des interprétations variables, ce qui peut conduire à l'émergence d'une pléthore d'hypothèses. Les chercheurs peuvent interpréter les données de manière différente en fonction de leur perspective, de leur méthode d'analyse et de leur hypothèse de travail. Par conséquent, il peut y avoir plusieurs interprétations de mêmes données, ce qui conduit à des théories différentes comme nous allons le voir en suivant le plan que je vous décline maintenant. Dans ce plan, nous aurons 7 points à voir. 7 théories différentes qui ont émergé pour justifier de l'origine de l'humanité. Nous aurons en point 1 la théorie créationniste, en point 2 la théorie de l'évolution darwinienne, en point 3 la théorie du gradualisme phylétique, en point 4 la théorie des équilibres ponctués, en point 5 la théorie du multirégionalisme, en point 6 la théorie de l'hybridation, en point 7 la théorie de l'Afrique. Et nous aurons en dernier le point 8 qui va concerner la synthèse de toutes les théories que nous allons voir ensemble. Je vous invite donc à prendre place sur votre canapé en sirotant un petit thé, une petite infusion ou un petit café. Générique. Passons tout de suite au point 1 de notre plan qui concerne la théorie créationniste. Les partisans du créationnisme affirment que le monde a été créé par Dieu en 6 jours et soutiennent que la théorie de l'évolution avancée par Darwin s'oppose à la Bible selon laquelle Dieu aurait créé chaque espèce végétale ou animale de façon individuelle. Cette théorie est donc une croyance religieuse qui postule que la Terre, l'univers et toutes les formes de vie ont été créées par un acte divin, généralement attribué à un dieu ou à une entité divine. Selon cette perspective, donc cette théorie créationniste, toutes les espèces vivantes, y compris les humains, ont été créées dans leur forme actuelle et n'ont pas évolué à partir d'ancêtres communs par le biais du processus évolutif. La théorie du créationnisme correspond à une hypothèse non scientifique et s'oppose radicalement au transformisme décrit par le français Jean-Baptiste de Lamarck en 1909
ou redéfinie par Charles Darwin sous le terme d'évolution contrôlée par les mécanismes de sélection naturelle. Dans certains points du monde, notamment aux États-Unis, les créationnistes tentent d'imposer leur point de vue comme scientifiques et demandent que les principes qu'ils défendent soient enseignés au même titre que la théorie évolutionniste. Je vous propose donc de passer au point numéro 2 qui concerne la théorie darwinienne. Charles Darwin est un naturaliste britannique qui a révolutionné la biologie grâce à ses voyages et recherches sur l'évolution des espèces vivantes. Selon sa théorie publiée dans son ouvrage L'origine des espèces, sorti en novembre 1859, il soutient que l'évolution s'est faite progressivement au cours des années géologiques. Les humains ont évolué à partir d'ancêtres communs avec les autres primates. Sous la pression de l'adaptation au milieu, les individus d'une même espèce se modifient par petites touches jusqu'à ce que les moins bien adaptés disparaissent. Selon cette théorie darwinienne, les humains modernes partagent un ancêtre commun avec les grands singes tels que les chimpanzés et les gorilles et ont évolué au fil du temps par le biais de la sélection naturelle et d'autres processus évolutifs. Le darwinisme suggère que toutes les espèces vivantes sont en perpétuelle transformation et subissent au fil du temps et des générations des modifications morphologiques comme génétiques. Je vous propose de passer au point numéro 3 qui nous emmène à parler de la théorie du gradualisme phylétique. Selon cette théorie qui a fait son entrée dans les années 40-50, les changements évolutifs surviennent généralement de manière lente et graduée, s'étendant sur de nombreuses générations. Ici, l'évolution résulte de la combinaison des mutations génétiques et du temps. Ces changements peuvent être observés dans les traits morphologiques, anatomiques et génétiques des organismes au fil du temps. L'idée est donc que des petites modifications génétiques s'accumulent progressivement dans une population, conduisant éventuellement à l'émergence de nouvelles espèces ou des changements significatifs au sein d'une même existence. Le gradualisme phylétique s'inscrit dans le cadre plus large de la théorie de l'évolution darwinienne qui postule que les espèces évoluent au fil du temps par le biais du processus de la sélection naturelle, la dérive génétique et la mutation. Nous arrivons maintenant au point numéro 4 où on va parler de la théorie des équilibres ponctués. Cette théorie a été développée par les biologistes Stephen Jay Gould et Neil Eldredge dans les années 1970. Elle suggère que l'évolution se produit par des périodes de stabilité prolongées entrecoupées de brèves périodes de changement rapide. Pour eux, les espèces qui sont stables pendant une très longue période se transforment brusquement. Pendant ces périodes de changement rapide, de nouvelles espèces peuvent émerger relativement ou rapidement, suivies de périodes de stabilité où ces espèces restent relativement inchangées. La théorie des équilibres ponctués met en évidence le rôle des événements géologiques, climatiques et environnementaux dans le processus évolutif. Elle suggère que les changements rapides dans l'environnement peuvent entraîner des pressions, des sélections intenses favorisant l'évolution rapide des populations et conduisant à l'émergence des nouvelles espèces. Je vous propose maintenant de passer au point numéro 5 où nous allons parler de la théorie du multirégionalisme. Cette théorie est proposée par le paléoanthropologue américain Milward en 1984. Celui-ci soutient que les humains modernes sont le résultat d'une évolution indépendante dans plusieurs régions du monde à partir de populations d'hominidés archaïques dispersées. Ici, l'évolution humaine du début du Pléistocène, il y a 2 millions d'années, jusqu'à nos jours, s'est faite au sein d'une même espèce humaine
dont les différentes populations auraient évolué en parallèle partout dans le monde vers Homo sapiens. Cette espèce unique englobe toutes les formes humaines archaïques telles qu'Homo erectus et Homo néandertal, ainsi que l'homme moderne. Selon ces théories, les humains modernes descendent à la fois d'hominidés africains et non africains, et les différences régionales observées dans les populations humaines contemporaines sont les résultats des processus évolutifs locaux. Nous voilà maintenant au point 6 qui va parler de la théorie de l'hybridation. Les travaux de Svante Pääbo et de son équipe ont été particulièrement influents dans le développement de cette théorie. En effet, l'équipe de Svante a réalisé des travaux pionniers sur l'ADN extrait des restes de fossiles humains, notamment ceux des Néandertaliens et des Denisoviens. Les travaux ont révélé des preuves d'interaction génétique entre Homo sapiens et d'autres espèces humaines archaïques telles que ces deux que nous venons de citer. Ces preuves incluent donc des séquences d'ADN néandertaliens et denisoviens présentes dans les génomes de certaines populations humaines modernes en dehors de l'Afrique, suggérant ainsi des périodes d'hybridation entre les différentes lignées humaines. Cette théorie soutient le fait que les premiers humains modernes ont interagi et se sont mélangés avec d'autres espèces humaines archaïques, et les preuves génétiques indiquent que les humains modernes non africains ont hérité d'une petite quantité de matériel génétique de ces populations archaïques, donc néandertaliens et denisoviens. Ce qui permet donc d'admettre qu'il y a eu des épisodes d'hybridation entre les différentes lignées humaines. Passons maintenant au point 7, la théorie de l'Afrique. La théorie de l'Afrique, également connue sous le nom d'origine africaine ou théorie de l'Afrique de l'Est, est la théorie la plus communément admise dans les domaines de l'anthropologie et de la paléontologie humaine. Cette théorie postule que l'origine de l'homme moderne se trouve en Afrique, que les premiers ancêtres des humains modernes, Homo sapiens, sont originaires d'Afrique, plus précisément de l'Afrique de l'Est. Les preuves fossiles, génétiques et archéologiques suggèrent que les premiers hominidés, les ancêtres des humains modernes, ont émergé en Afrique il y a plusieurs millions d'années avant de se disperser vers d'autres parties du monde. Les découvertes de fossiles humains tels que ceux de Lucie en Éthiopie ou de Toumaï au Tchad, ainsi que d'autres découvertes importantes dans les sites en Afrique de l'Est et ailleurs sur le continent, fournissent des preuves solides de l'ancienneté de la lignée humaine en Afrique. De plus, les études génétiques modernes ont confirmé que les populations humaines modernes sont les plus diversifiées génétiquement en Afrique, ce qui suggère que c'est en Afrique que les premières populations humaines ont divergé, se sont dispersées pour coloniser d'autres parties du monde. Dans cette théorie, il y a deux hypothèses majeures. La première sortie d'Afrique, ou en anglais Out of Africa, où l'expansion renvoie aux migrations des premiers hominidés qui ont quitté l'Afrique au cours du Paléolithique inférieur et au début du Paléolithique moyen. Les premiers hominidés quittent l'Afrique entre 2 500 000 ans et 2 millions d'années. C'est à cette période que les hommes entament les premières migrations, appelées Out of Africa. Ces migrations auront cours de manière continue pendant des centaines de milliers d'années. La deuxième hypothèse de cette théorie est la deuxième sortie d'Afrique, Out of Africa 2. Cette expansion des Homo sapiens, espèce de l'homme moderne, est apparue en Afrique et y aurait vécu depuis environ 300 000 ans avant de quitter l'Afrique, entre 60 000 ans et 50 000 ans, se répandant sur les autres continents, ce que confirment les études génétiques et supplantant les espèces humaines antérieures comme l'homme de Néandertal en Europe, l'homme de Denisova en Asie,
avec les épisodes d'hybridation limitée entre espèces. Ces hypothèses proposent que les premiers humains modernes soient originaires d'Afrique et se sont dispersés à travers le monde, en peuplant d'un côté la Terre pour ce qui est de la première sortie et en remplaçant les populations humaines archaïques qui étaient déjà présentes en Eurasie dans les autres régions pour ce qui est de la seconde sortie. La théorie de l'Afrique soutient que l'origine et l'évolution de l'humanité sont étroitement liées au continent africain. Et cette perspective est largement acceptée par la communauté scientifique en raison de la prépondérance des preuves fossiles, génétiques et archéologiques en faveur de cette origine africaine. Cette abondance des preuves scientifiques indique que l'origine d'Homo sapiens se trouve bien en Afrique et que les migrations ultérieures ont conduit à la colonisation de l'ensemble du globe. Je vous propose maintenant de passer au point numéro 8, qui va concerner la synthèse de toutes les théories que nous venons de voir ensemble. Il faut dire que lorsque les études et recherches sur la paléontologie humaine et la génétique n'étaient pas encore assez poussées, toutes ces théories que je viens de vous citer se résumaient en deux grandes théories. Ça veut dire qu'on pouvait dégager deux grandes idéologies. D'un côté, la théorie du monogénisme, qui soutenait que tous les êtres humains partagent une ascendance commune remontant à un ancêtre unique. Sur le plan scientifique, cette théorie du monogénisme est appuyée par des preuves génétiques et fossiles qui suggèrent une origine commune pour toute l'humanité. Les analyses génétiques, notamment l'étude de l'ADN mitochondrial et l'ADN chromosomique Y, indiquent une diversité génétique plus élevée en Afrique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui veut dire que l'humanité a émergé à partir d'une population ancestrale africaine. Et d'un autre côté, il y avait la théorie du polygénisme. Cette théorie qui dit que les différentes populations humaines sont le résultat de plusieurs ancêtres humains différents et indépendants. Contrairement au monogénisme qui soutient l'existence d'un seul couple ancestral commun à toute l'humanité, le polygénisme admet l'existence de plusieurs lignées ancestrales humaines. Il faut savoir que le polygénisme a été utilisé pour justifier d'une certaine supériorité d'un groupe racial sur un autre. Cette théorie est bien sûr largement rejetée par la communauté scientifique en raison des preuves génétiques, fossiles, archéologiques, paléontologiques qui soutiennent l'idée d'une origine commune pour toute l'humanité. Je vous mets juste après une courte vidéo de notre savant Cheikh Anta Diop qui parlait déjà de ce sujet à son époque. Justement, quand les études de paléontologie humaine n'étaient pas encore assez avancées, il y avait deux théories qui s'affrontaient. La théorie selon laquelle l'homme est né en un seul endroit et s'est différencié pour donner naissance aux autres races, celle que je viens d'exposer, avec ses défenseurs. Il y avait une autre, cette première théorie, c'est celle qu'on appelle toujours la théorie du monogénétisme, c'est-à-dire d'une seule origine de l'espèce humaine. Il y a l'autre théorie maintenant, comme opposée, qui voulait que certaines conditions étant réalisées, qu'il ait existé un homme né en Afrique, un autre homme né en Europe, un homme né en Asie. Donc l'homme aurait connu l'apparition de l'humanité, serait le résultat, si vous voulez, de plusieurs centres. L'origine de l'humanité aurait connu plusieurs centres. Et on appelait cette théorie la théorie du polycentrisme ou du polygénétisme. Et que d'ailleurs, c'est cela qui pourrait expliquer leur différence. Alors, cette théorie était même la théorie du sens commun. Je ne dis pas du bon sens, mais du sens commun. C'est-à-dire, il paraissait a priori, au premier abord, plus normal qu'il ait existé un homme au niveau de chaque continent. Mais lorsqu'on y regarde de près, il y a deux faits qui sont venus infirmer cette théorie. D'abord, la nature ne passe jamais
2 fois par le même point dans son évolution. D'autre part, la recherche préhistorique a prouvé maintenant que c'est la thèse qui paraissait la plus invraisemblable, qui a triomphé maintenant au niveau de tous les scientifiques. Tous les hommes maintenant savent de façon certaine que l'homme a une seule origine et que c'est dans cette même région du Kenya. Parce que c'est là que nous trouvons, si vous voulez, tous les stades antérieurs. Tous les stades antérieurs. Ainsi, les données sur l'évolution humaine sont souvent fragmentaires et incomplètes en raison des défis associés à la préservation de l'ADN ancien. Les lacunes dans les données ont quelque peu donné lieu à des interprétations variées et à des théories concurrentes. Il y a encore quelques décennies, il existait plusieurs théories de l'évolution comme nous avons pu le voir, jusqu'à ce qu'une seule soit majoritairement reconnue et adoptée par la majorité des scientifiques. Et oui, la génétique a parlé et l'humanité est monogénétique parce que tous les êtres humains descendent d'un ancêtre commun, d'une seule lignée ancestrale. Et cela rejoint la théorie de l'évolution de Charles Darwin. L'idée du monogénisme humain s'appuie sur des preuves génétiques, sur de l'archéologie, sur la paléontologie, tout ça qui indique que l'ensemble de l'humanité partage une origine commune africaine. Il faut savoir que les analyses génétiques, donc l'étude de l'ADN mitochondrial et de l'ADN chromosomique Y, donc ce sont des points que nous verrons plus tard, ont révélé une forte diversité génétique au sein des populations humaines actuelles, mais ont également montré que cette diversité génétique est plus élevée en Afrique que dans les autres régions du monde. C'est cette diversité génétique qui permet d'affirmer que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que les premiers humains modernes ont émergé sur ce continent avant de se disperser à travers le monde. Mais nous verrons cela progressivement dans les prochaines capsules. Comme je vous avais annoncé, ce sujet va faire l'objet d'une longue série de capsules. J'ai donc souhaité, dans cette vidéo, faire un préliminaire en expliquant les différentes théories sur l'émergence de l'homme et celle qui est retenue aujourd'hui, donc la théorie de l'Afrique. Dans la prochaine capsule, nous verrons l'émergence des premiers hominidés de la période du pré-paléolithique, donc plus de 7 millions d'années, vers le paléolithique inférieur, moins 800 000 ans. Je vous suggère de suivre cette série de capsules avec vos enfants, si vous en avez bien sûr. Je vous mets juste après la bibliographie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, car j'apprends moi également de vous. Et si vous avez d'autres théories qui ne sont pas recensées dans cette capsule, je vous invite à les mentionner dans les commentaires. Je vous dis ensemble, prenons notre héritage. À bientôt sur les chemins de Kama.